La pluie tombait sans relâche sur le bitume parisien lorsque Valérie Dubois descendit du bus, serrant contre elle le dossier contenant ses papiers. Son manteau léger, insuffisant pour l'hiver français, était trempé jusqu'aux os, après le trajet depuis sa minuscule chambre louée jusqu'à l'école. Elle respira profondément, observant la façade imposante du collège Saint-Martin, où elle commençait aujourd'hui comme institutrice en primaire. Ses doigts, engourdis par le froid, tremblaient légèrement tandis qu'elle ajustait le col de sa seule blouse formelle, soigneusement lavée à la main la veille. À 32 ans, Valérie avait appris que la vie offrait rarement des secondes. Chance, pourtant elle était là, essayant encore, à des milliers de kilomètres de sa Bogota natale, de ses souvenirs, et de Thomas, son fils de 7 ans, dont le sourire ne pouvait être contemplé désormais que sur des photographies usées. Chaque matin, elle se réveillait avec l'écho de sa voix l'appelant « maman », un son qui s'évanouissait avec la cruelle réalité de l'aube. En approchant de l'entrée, elle remarqua un groupe de mères élégamment vêtues, avec des parapluies, de créateurs et des sacs à main qui coûtaient plus que son salaire mensuel. Elle tenta de passer inaperçue, mais en vain. Leurs yeux, comme des flèches, la suivirent tandis qu'elle traversait la cour. « Bonjour », salua Valérie avec un sourire timide, son accent colombien évident à chaque syllabe. Une femme grande, aux cheveux parfaitement coiffés, la regarda de haut en bas avant de murmurer « Des étrangères comme vous viennent nous voler le travail, suffisamment fort pour que les autres mères entendent. » Les rires dissimulés coupèrent l'air comme des couteaux. Valérie serra les lèvres et continua son chemin, l'humiliation lui brûlant les joues, tandis que les gouttes de pluie se mêlaient aux larmes qu'elle refusait de verser. Ce n'était pas la première fois qu'elle affrontait le mépris, et elle savait que ce ne serait pas la dernière. Elle avait survécu à de pires batailles. Dans le bureau du directeur, M. Durand, un homme d'une 60aine d'années à l'expression aimable mais ferme, lui remit son emploi du temps. « Mademoiselle Dubois, vous avez la classe de 3B, 25 élèves. Certains sont les enfants de personnes importantes de la ville. J'espère que vous êtes préparés. »« Je le suis, monsieur, » répondit-elle, bien qu'au fond d'elle, la peur se tordait comme un serpent. Le directeur l'accompagna jusqu'à sa classe, un espace lumineux malgré le jour gris, avec des pupitres ordonnés en rangées parfaites et un tableau noir, immaculé. Au moins ici, pensa-t-elle, elle pourrait trouver un peu de paix. Quand la cloche sonna, les enfants commencèrent à entrer. Des visages curieux, certains souriants, d'autres indifférents. Valérie se présenta avec chaleur, cachant derrière son sourire professionnel le poids de son passé. En faisant l'appel, un nom attira son attention. Lune Moreau? Une petite fille, avec d'énormes yeux marrons tristes, leva timidement la main. Ses tresses parfaites et son uniforme impeccable contrastaient avec l'expression de profonde mélancolie, qu'elle portait comme un manteau invisible. Valérie reconnut immédiatement cette douleur. C'était la même qu'elle voyait chaque matin dans son propre reflet. À la fin de la journée, alors que les parents venaient chercher leurs enfants, Valérie observa Lune qui restait assise seule, son regard fixé sur la fenêtre où la pluie continuait de tomber. Quelques instants plus tard, un homme grand entra précipitamment. Son costume sombre et son port distingué parlèrent de pouvoir et de richesse, mais ses yeux, identiques à ceux de Lune, reflétaient la même lassitude émotionnelle. « Je suis Martin Moreau », se présenta-t-il sèchement, le père de Lune. Valérie hocha la tête, reconnaissant instantanément le nom de famille. Les Moreau possédaient la moitié de la ville selon les rumeurs. L'homme prit le sac à dos de sa fille et tendit la main vers l'enfant qui l'accepta machinalement. « Comment s'est passée la journée ?» demanda-t-il, sans regarder directement Valérie. « Calme, mais attentive », répondit-elle. Elle a un regard très intelligent. Quelque chose changea dans l'expression de Martin, comme si ces simples mots avaient touché une corde sensible. Il hocha brièvement la tête avant de partir avec Lune, laissant derrière lui un léger parfum de Cologne chère et une sensation de vide que Valérie connaissait trop bien. Cette nuit-là, dans sa petite chambre louée, où le papier peint se décollait des murs et où l'unique fenêtre donnait sur un mur de briques, Valérie dîna de nouilles instantanées tout en corrigeant les travaux de ses élèves. Elle s'arrêta sur celui de Lune, un dessin d'une femme avec des ailes flottant entre les nuages. En dessous, avec une écriture soignée, elle avait écrit « Maman au ciel ». Les larmes brouillèrent sa vision. Elle pensa à Thomas, à la façon dont son ex-mari puissant, un juge craint en Colombie,
avait manipulé le système pour le lui arracher. Elle se souvint des 3 jours qu'elle avait passés en prison pour outrage, lorsqu'elle avait crié en réclamant justice en pleine salle d'audience. 3 jours qui avaient tout changé. 3 jours qui avaient fait d'elle une mère sans enfant, une femme marquée, une étrangère cherchant la rédemption en terre lointaine. « Je te retrouverai, mon amour », murmura-t-elle à la photographie de Thomas qu'elle gardait sous son oreiller. « Je te le promets. » Le lendemain matin, elle décida d'approcher Lune pendant la récréation. Elle la trouva assise seule dans un coin de la cour, observant les autres enfants jouer. « Je peux m'asseoir avec toi ?» demanda Valérie. Lune haussa les épaules, un geste qui prétendait montrer de l'indifférence, mais qui ne cachait pas sa surprise. « J'ai beaucoup aimé ton dessin, » continua Valérie. « Ta maman est au ciel. » Les yeux de Lune se remplirent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. « Oui, il y a 1 an, » répondit-elle d'une voix à peine audible. « Un accident. De voiture. » Valérie sentit son cœur se serrer. « Ça doit être très difficile. »« Papa n'en parle jamais, » confia Lune. « Il travaille toujours, ou il est triste, ou en colère. »« Et toi, tu en parles à quelqu'un ?» Lune secoua la tête. « Personne ne veut t'écouter. Ils disent que je dois être forte. » Valérie prit doucement la main de l'enfant. Être fort ne signifie pas ne pas ressentir de tristesse, Lune. Parfois, le plus courageux, c'est de se permettre de pleurer. Quelque chose s'illumina dans les yeux de la petite fille, comme si pour la première fois, quelqu'un avait mis en mots ce que son cœur d'enfant ne pouvait pas exprimer. À ce moment-là, parmi les cris joyeux des autres enfants et sous le soleil, timide qui commençait à percer entre les nuages, naquit un lien invisible entre l'institutrice étrangère et l'enfant du millionnaire. Les jours suivants se déroulèrent entre les leçons, les murmures et les regards de dédain. Valérie était devenue la cible de commentaires malveillants entre certains parents et professeurs. Son accent, ses vêtements simples, sa solitude, tout semblait être motif de critique. Cependant, elle trouva du réconfort dans son travail, en particulier dans les petits progrès de Lune qui commençait progressivement à participer davantage en classe. Un après-midi, pendant que Valérie rangeait ses affaires, la directrice des études, Sophie Moreau, entra dans la classe. Son expression sévère annonçait des problèmes. « Mademoiselle Dubois, certaines rumeurs concernant votre passé en Colombie sont parvenues à mes oreilles, » dit-elle sans préambule. « Quelque chose concernant des problèmes légaux. Est-il vrai que vous avez été emprisonnée ?» Le monde sembla s'arrêter sous les pieds de Valérie. La honte et la peur s'emparèrent d'elle, mais elle s'obligea à garder son sang-froid. « J'ai été détenue 3 jours pour outrage au tribunal lors d'une bataille pour la garde de mon fils, » répondit-elle avec dignité. « Mon ex-mari est un juge influent qui a manipulé le système contre moi. Je ne suis pas une criminelle, Madame Moreau. » Sophie l'observa d'un regard calculateur. « Je comprends, mais vous comprendrez que la réputation du collège est primordiale. Les parents sont inquiets, surtout compte tenu de votre proximité avec la fille de Monsieur Moreau. Lune est mon élève comme les autres enfants, se défendit Valérie. Si je lui ai prêté une attention particulière, c'est parce qu'elle a subi une perte traumatisante et qu'elle a besoin de soutien. Je vous suggère simplement d'être prudente, avertit Sophie avant de partir, laissant derrière elle une menace voilée que Valérie comprit parfaitement. Le même après-midi, alors qu'elle attendait le bus sous une légère bruine, une voiture noire s'arrêta devant elle. La vitre s'abaissa, révélant le visage de Martin Moreau. « Mademoiselle, Dubois, puis-je vous déposer ?» Surprise et méfiante, Valérie déclina poliment. « Merci, Monsieur Moreau, mais ce n'est pas nécessaire. J'insiste, » dit-il avec une intensité qui la déconcerta. « J'ai besoin de vous parler de Lune. » Réticente, Valérie monta dans le véhicule, consciente des regards curieux des passants. L'intérieur de la voiture sentait le cuir fin et la même Cologne qu'elle avait remarquée auparavant. Martin conduisit en silence pendant quelques minutes avant de parler. « Lune a écrit une rédaction sur sa mère, » dit-il finalement. Pour la première fois depuis 1 an, elle a été capable d'exprimer ses sentiments. L'institutrice précédente m'a dit que c'était une enfant difficile et m'a suggéré une thérapie pour problème d'attitude. Valérie ressentit de l'indignation. Lune n'est pas difficile. Elle est en train de traiter une immense douleur sans les outils appropriés pour l'exprimer. Martin la regarda brièvement, surpris par sa franchise. C'est exactement ce que j'ai pensé en lisant sa rédaction. Elle dit que vous lui avez appris que les larmes sont aussi courageuses. C'est la vérité, répondit Valérie simplement.
Ma femme Carmen disait quelque chose de semblable, murmura-t-il, comme s'il parlait à lui-même. Puis, changeant de ton, il demanda « Où habitez-vous? Je vais vous y emmener. » « Rue de Rivoli, » répondit-elle avec une certaine gêne, consciente qu'il s'agissait de l'un des quartiers les plus modestes du coin. Quand ils arrivèrent, Martin observa l'immeuble délabré avec une expression indéchiffrable. Valérie, mal à l'aise, se hâta de dire au revoir, mais il la retint avec une question inattendue. « Est-il vrai que vous avez été emprisonné en Colombie ?» Le cœur de Valérie s'arrêta. « Comment ? J'ai des contacts, répondit-il simplement. Ne me méprenez pas. Je suis inquiet de savoir qui s'approche de ma fille. » Humiliée mais décidée à garder sa dignité, Valérie lui raconta brièvement son histoire. Le mariage avec Eduardo, Ramirez, un juge respecté mais secrètement violent. Le divorce traumatisant, la bataille pour la garde truquée dès le début. Les 3 jours de prison pour avoir crié désespéré au tribunal quand on lui a arraché Thomas. « Depuis, je n'ai plus revu mon fils, conclut-elle d'une voix brisée. Mon ex-mari a menacé de m'accuser de tentative d'enlèvement si je m'approchais de lui. J'ai dû fuir, recommencer. » Martin l'écouta en silence, son visage impassible à l'exception d'un muscle qui palpitait dans sa mâchoire. « Merci pour votre honnêteté, » dit-il finalement, « et pour ce que vous faites pour Lune. » Avant que Valérie puisse répondre, il démarra la voiture et s'éloigna, la laissant confuse sur le trottoir, avec la sensation d'avoir été jugée et peut-être comprise pour la première fois depuis son arrivée en France. Si vous aimez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. Continuant, les semaines passèrent avec une routine qui, malgré les défis, commençait à devenir réconfortante pour Valérie. Ses élèves répondaient positivement à ses méthodes d'enseignement, en particulier Lune, qui commençait à montrer des éclairs de la petite fille qu'elle avait été avant la tragédie. Un matin, elle leva la main pour la première fois pour répondre à une question. Un autre après-midi, Valérie l'entendit rire pendant la récréation. De petits miracles, pensait-elle. Cependant, les rumeurs sur son passé ne cessaient pas. Les murmures la suivaient dans les couloirs, criminelle, étrangère à problème, chasseuse de fortune. Ce dernier était apparu après qu'on l'eût vu monter dans la voiture de Martin Moreau, un incident qui s'était produit plusieurs fois lorsqu'il insistait pour la ramener chez elle les jours de forte pluie. Un matin particulièrement gris, Valérie trouva son bureau vandalisé avec le mot « dehors » écrit au marqueur rouge. Retenant ses larmes, elle nettoya la surface avant l'arrivée des enfants. Elle ne permettrait pas qu'ils voient à quel point la haine gratuite l'affectait. Pendant la classe, alors qu'elle expliquait un problème de mathématiques, elle remarqua que Lune l'observait avec une intensité inhabituelle. À la fin de la leçon, la petite fille s'approcha de son bureau et, sans dire un mot, déposa une petite pierre polie de couleur bleue. « Qu'est-ce que c'est, Lune ?» demanda Valérie prenant l'objet. « Une pierre de valeur, » répondit la petite fille. « Ma maman m'en a offert une quand des enfants se sont moqués de moi parce que j'avais peur de nager. Elle a dit que ça me donnerait du courage quand j'aurais peur. » Elle fit une pause avant d'ajouter « J'ai vu quand vous avez nettoyé votre bureau ce matin. Ne pleurez pas, mademoiselle Valérie. Je sais aussi ce que l'on ressent quand les autres sont méchants. » Émue aux larmes, Valérie embrassa brièvement la petite fille. « Merci, Lune. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. » Le même jour, Martin Moreau apparut à l'école avant l'heure habituelle. Il trouva Valérie dans la bibliothèque préparant du matériel pour sa prochaine classe. « Mademoiselle Dubois », la salua-t-il avec formalité, bien qu'il y ait eu quelque chose de différent dans son ton. « Lune m'a demandé la permission de vous inviter à dîner ce soir chez nous. C'est son anniversaire. » Surprise, Valérie ne sut que répondre initialement. « C'est très gentil, mais je ne veux pas causer de dérangement. »« Ce n'est pas un dérangement, insista-t-il. En fait, Lune en parle depuis des jours. Ce serait significatif pour elle. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix que Valérie n'avait pas remarquée auparavant. Cet homme puissant, craint dans les cercles d'affaires selon les rumeurs, semblait sincèrement soucieux de rendre sa fille heureuse. « Dans ce cas, je serais ravie d'y assister », accepta-t-elle finalement. Ce soir-là, après avoir enfilé sa plus belle tenue, une simple robe bleue qu'elle avait achetée dans une friperie, Valérie prit un taxi jusqu'à l'adresse que Martin lui avait donnée. Un manoir imposant dans le quartier le plus chic de Paris.
Le contraste avec sa chambre modeste ne pouvait pas être plus flagrant. De vastes jardins, une fontaine en marbre, d'énormes baies vitrées révélant des lustres en cristal à l'intérieur. Un instant, elle fut tentée de faire demi-tour, convaincue qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Mais elle se souvint alors des yeux pleins d'espoir de Lune et trouva le courage de sonner à la porte. Une femme de chambre l'accueillit et la conduisit dans un salon où Lune l'attendait, vêtue d'une belle robe rose. En voyant son institutrice, la petite fille courut vers elle avec un sourire qui illuminait son visage habituellement mélancolique. « Elle est venue. Papa a dit que peut-être elle ne viendrait pas, mais moi je savais que oui. » Martin apparut. Alors, son costume d'affaires habituel remplacé par des vêtements décontractés qui, d'une certaine manière, le rendaient plus accessible, plus humain. « Bienvenue, mademoiselle Dubois, » salua-t-il, lui offrant un verre de vin. « Ou puis-je vous appeler Valérie ce soir? Après tout, c'est une fête. » Le dîner se déroula dans une ambiance étonnamment chaleureuse. Lune parla plus que jamais, partageant des anecdotes sur sa mère et riant aux histoires que Valérie racontait sur son enfance en Colombie. Martin, quant à lui, observa l'interaction avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Au moment du gâteau, Lune demanda à Valérie de l'aider à souffler les bougies. Ensemble, penchés sur les 8 flammes vacillantes, elles partagèrent un moment qu'aucune des deux n'oublierait. Martin, depuis un coin de la salle à manger, captura la scène avec son regard, sentant comment quelque chose en lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis l'accident de Carmen, commençait à se réveiller. À l'heure de partir, Lune insista, pour montrer à Valérie une dernière chose, l'album photo de sa mère. « Personne ne le regarde avec moi », expliqua la petite fille en montant l'escalier vers sa chambre. « Papa dit que ça fait trop de mal. » Dans la chambre de Lune, entourée de jouets chers qui semblaient neufs, elles s'assirent sur le lit pour feuilleter l'album. Carmen Moreau avait été une femme magnifique, au sourire radieux et aux yeux identiques à ceux de sa fille. Sur de nombreuses photos, elle apparaissait en train de peindre, sur d'autres, en train d'embrasser Lune tandis qu'elles riaient toutes les deux. Elle était artiste, expliqua Lune. Maman disait que les couleurs sont la façon dont Dieu nous parle. Tu crois qu'elle me parle d'en haut? Je suis sûr que oui, répondit Valérie, retenant son émotion. Ceux qu'on aime ne nous quittent jamais vraiment. En descendant, elles trouvèrent Martin, qui attendait au pied de l'escalier, son expression indéchiffrable. Je lui ai montré l'album de maman, annonça Lune avec naturel. Un silence tendu s'installa entre les adultes. Valérie craignit d'avoir franchi une ligne invisible. Je suis désolé si... Non, l'interrompit Martin, sa voix étrangement rauque. Ne vous excusez pas, c'est bien que Lune puisse parler de Carmen. Moi, je n'ai pas pu le faire. Après que Lune se fut dit au revoir avec une étreinte étonnamment forte pour son petit corps, Martin insista pour raccompagner Valérie chez elle. Pendant le trajet, aucun des deux ne parla, plongés chacun dans ses propres pensées. En arrivant, devant l'immeuble où elle vivait, Martin rompit finalement le silence. Lune a écrit une rédaction cette semaine sur ce qu'elle veut faire quand elle sera grande. « Ah oui ?» demanda Valérie, intriguée. Lune n'avait pas encore rendu ce travail. Elle dit qu'elle veut être institutrice, comme vous. Il fit une pause significative. Elle dit qu'elle veut aider les enfants à être courageux quand ils ont peur. Valérie ressentit une vague d'émotion. « C'est une enfant extraordinaire. »« Elle l'est, confirma-t-il. Et vous avez fait pour elle ce que je n'ai pas pu faire. Vous lui avez redonné la voix. » Ses yeux, habituellement distants, rencontrèrent ceux de Valérie avec une intensité qui la bouleversa. « Merci. » C'était la première fois qu'elle le voyait vraiment vulnérable, sans l'armure de pouvoir et de distance qu'il avait l'habitude de porter. Un instant, ils furent simplement deux personnes liées par la douleur partagée de la perte, bien que de manière différente. Le moment fut brisé lorsque le téléphone de Martin sonna. Après une brève conversation au cours de laquelle son visage se durcit à nouveau, il prit congé de Valérie avec une formalité renouvelée, comme s'il se souvenait soudainement de qui ils étaient, le millionnaire et l'institutrice étrangère. En entrant dans sa chambre, Valérie trouva la pierre bleue que Lune lui avait donnée et la serra contre son cœur. Peut-être, pensa-t-elle, avait-elle trouvé un but dans cette ville qui l'avait initialement accueillie avec tant de dédain. Peut-être y avait-il des personnes, comme Lune et peut-être même Martin, qui pouvaient voir au-delà des étiquettes que les autres lui avaient imposées. Avec cette pensée réconfortante, elle s'endormit,
la pierre encore dans sa main, sans savoir que la tempête la plus intense était sur le point d'arriver. La bruine persistante qui avait accompagné Paris pendant des semaines céda finalement la place à une tempête dévastatrice. Les rues furent inondées, la circulation paralysée et les écoles suspendirent les cours pour des raisons de sécurité. Valérie, cependant, avait une préoccupation plus urgente. Sa petite chambre avait commencé à fuir de plusieurs endroits du plafond, trempant ses maigres affaires. Avec désespoir, elle tenta de sauver les photographies de Thomas, les documents importants et les quelques vêtements qu'elle possédait. Le propriétaire, un homme avare et indifférent, se contenta de lui dire que les réparations seraient faites quand le temps s'améliorerait et qu'il y aurait de l'argent. Ce soir-là, assise dans le seul coin sec de sa chambre, entourée de seaux qui recueillaient l'eau qui tombait sans relâche, Valérie sentit qu'elle touchait le fond. 3 jours plus tard, lorsque les cours reprirent, elle arriva à l'école avec de profondes cernes et le moral à zéro. L'une, perspicace comme toujours, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas avec son institutrice préférée. « Vous êtes malade, mademoiselle Valérie ?» demanda-t-elle pendant la récréation, alors qu'elles dessinaient ensemble sous un arbre. « Juste un peu fatiguée, ma chérie », répondit-elle avec un sourire forcé. « Mon papa dit que quand quelqu'un dit « juste un peu », ça veut généralement dire « beaucoup », observa l'enfant avec la sagesse particulière des enfants qui ont souffert. Valérie rit doucement. « Ton papa est un homme intelligent. C'est à cause de votre maison. J'ai entendu Madame Moreau dire que vous habitez dans un endroit très moche. » La franchise enfantine de l'une la prit par surprise. « Ma maison a quelques problèmes avec la pluie, mais ça va s'arranger. »« Vous pourriez vivre avec nous, » suggéra l'une avec naturel. « On a beaucoup de chambres vides, et comme ça vous pourriez me raconter des histoires tous les soirs. »« Ce serait merveilleux, mais je ne pense pas que ton papa trouverait ça une bonne idée, » répondit Valérie avec tendresse. À ce moment-là, un tonnerre particulièrement fort fit sursauter l'une, qui se rapprocha instinctivement de Valérie, laquelle l'entoura de son bras dans un geste protecteur. Aucune des deux ne remarqua que Martin arrivait plus tôt pour récupérer sa fille en raison du mauvais temps, les observait de loin, une expression indéchiffrable sur le visage. Le même après-midi, à la sortie, Valérie se retrouva face à face avec Sophie Moreau et une mère qu'elle reconnut comme étant Claudine Perret, l'une des plus influentes de l'association des parents d'élèves, et, selon les rumeurs, la principale responsable des commentaires malveillants à son sujet. « Mademoiselle Dubois, Madame Perret a quelque chose à vous dire », annonça Sophie d'un ton sévère. Claudine, une femme à l'allure impeccable et à l'expression dure, la regarda avec un dédain à peine dissimulé. « Vous devriez avoir honte de nous cacher votre passé. Ma fille dit que vous avez été emprisonnée. Comment le collège permet-il à quelqu'un comme vous d'enseigner à nos enfants ?» Les mots frappèrent Valérie comme un coup de poing physique. Elle sentit la couleur quitter son visage, tandis que les parents qui attendaient pour récupérer leurs enfants se tournaient pour regarder, certains avec une curiosité morbide, d'autres avec une hostilité ouverte. « Madame Perret, ma situation personnelle a été discutée et clarifiée avec la direction du collège avant d'être embauchée, » répondit-elle avec toute la dignité qu'elle put rassembler, bien qu'à l'intérieur, elle trembla. « C'est faux !» s'exclama Claudine, haussant la voix pour s'assurer que tout le monde entendrait. « Je viens de parler au directeur et il est aussi surpris que nous. Nous ne voulons pas de criminels qui enseignent à nos enfants. » L'humiliation brûlait comme de l'acide. Valérie vit comment certains professeurs détournèrent le regard, comment les enfants observaient avec de grands yeux, comment les murmures se propageaient comme une infection dans la cour. Cependant, elle ne répondit pas avec colère. Elle ramassa simplement ses affaires et commença à marcher vers la sortie, le dos droit malgré le poids invisible qu'elle portait. Ce fut alors qu'elle sentit une petite main s'agripper à la sienne. L'une, défiant toutes les attentes, avait couru vers elle devant tout le monde. « Ne partez pas, s'il vous plaît », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Les yeux de Valérie se remplirent de larmes qu'elle refusait de verser. Elle s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Je ne pars pas pour toujours, l'une, juste pour aujourd'hui. Demain, je serai de retour, je te le promets. »« Vous ne partirez pas ?»« Comme maman ?» demanda la petite fille, la peur palpable dans sa voix. « Non, ma chérie, je ne partirai pas comme elle. » À ce moment-là, Martin apparut parmi la foule. Il avait assisté à toute la scène et son visage, habituellement maîtrisé, affichait une fureur à peine contenue.
Cependant, il ne s'adressa ni à Claudine ni à Sophie. Au lieu de cela, il s'approcha de Lune et de Valérie. « Allons-y, dit-il simplement, offrant sa main à toutes les deux. « Je vous ramène à la maison. » Le geste fait devant toute l'école était une déclaration claire. Lui, Martin Moreau, l'homme le plus puissant et respecté de l'endroit, prenait parti pour l'institutrice étrangère que tout le monde méprisait. Dans la voiture, tandis que Lune s'endormait sur la banquette arrière, épuisé par l'intensité émotionnelle, Martin parla finalement. « J'ai enquêté sur votre cas, Valérie. J'ai contacté des collègues en Colombie. J'ai passé des appels. J'ai examiné votre dossier complet. » Elle le regarda alarmée et confuse. « Pourquoi feriez-vous une chose pareille ? Parce que j'avais besoin de connaître la vérité, répondit-il simplement, et ce que j'ai découvert m'a profondément touché. » Il lui raconta alors comment il avait découvert la vraie nature de son ex-mari, un homme qui avait abusé de son pouvoir pour la faire taire, qui avait manipulé les preuves, qui avait acheté des témoins. Un homme qui avait utilisé le système judiciaire comme une arme personnelle contre elle lorsqu'elle avait tenté de le quitter. « Vous n'étiez pas une criminelle, » conclut Martin, sa voix chargée d'une émotion qu'il montrait rarement. « Vous étiez une mère luttant contre un système corrompu, une femme réduite au silence pour avoir osé dire la vérité. » Valérie ne put retenir plus longtemps ses larmes. Des années de douleurs refoulées, d'injustices supportées en silence, trouvèrent, enfin, une issue. « Mon fils, » sanglota-t-elle. « Thomas, je ne sais même pas s'il va bien, s'il se souvient de moi. » Martin tendit la main et, dans un geste qui les surprit tous les deux, prit la sienne. « Nous le trouverons, » promit-il, « et nous le ramènerons. Auprès de vous. » Lorsqu'ils arrivèrent à son immeuble, la pluie s'était aggravée. Martin insista pour l'accompagner jusqu'à sa chambre pour s'assurer qu'elle allait bien. Ce qu'il vit en entrant le laissa sans voix. Des seaux partout pour recueillir l'eau, des taches d'humidité recouvrant les murs, et les quelques affaires de Valérie entassées dans un coin, essayant de les protéger de l'inondation. « C'est inacceptable, » murmura-t-il, observant comment une nouvelle fuite commençait à se former juste au-dessus du lit. « Vous ne pouvez pas rester ici. »« Je n'ai pas le choix, » répondit-elle avec résignation. « Mon salaire couvre à peine ce logement. » Martin la regarda fixement, comme s'il prenait une décision cruciale. « J'ai une proposition. Dans ma maison, il y a un appartement pour les invités, entièrement indépendant. Il est vide depuis des années. Restez-y le temps que l'on répare cet endroit. » Valérie secoua la tête, alarmée. « Je ne peux pas accepter ça. Les gens parlent. Déjà trop. »« Les gens parleront toujours, » répondit-il avec fermeté. « Mais Lune a besoin de vous. Et franchement, je crois que moi aussi. » Il y avait quelque chose de si vulnérable dans sa confession que Valérie ne sut pas comment répondre. Avant qu'elle ne puisse le faire, un fracas secoua l'immeuble. Une partie du plafond du couloir s'était effondrée sous le poids de l'eau accumulée. « Il n'y a plus à discuter, » décida Martin. « Ramassez l'essentiel. On reviendra chercher le reste demain. » Ce soir-là, installée dans ce que Martin appelait modestement l'appartement des invités, un espace plus grand que n'importe quel logement dans lequel elle avait vécu, Valérie écrivit dans son journal, essayant de traiter les événements vertigineux de la journée. Elle ne pouvait nier qu'elle ressentait à la fois du soulagement et de la crainte, du soulagement d'avoir échappé à sa chambre en ruine, de la crainte des complications que cette nouvelle situation pourrait entraîner. Pendant qu'elle écrivait, elle entendit de doux coups à la porte. En l'ouvrant, elle trouva Lune en pyjama, serrant un ours en peluche. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Valérie avec tendresse. Lune secoua la tête. « Je peux rester avec toi un moment ? J'ai promis à papa que je ne te dérangerai pas, mais tu ne me déranges pas du tout, » la rassura Valérie, l'invitant à entrer. Assise sur le grand lit, Lune montra à Valérie son ours, appelé Bernie. « Maman me l'a offert quand je suis née. C'est la seule chose qu'elle m'a laissée et que papa me laisse emmener partout. C'est un ours très spécial alors. »« Oui, » acquiesça Lune. « Je t'ai parlé de toi. Je lui ai dit que tu étais comme un ange venu s'occuper de moi. » Elle fit une pause avant de demander « Vous avez des enfants, mademoiselle Valérie ?» La question, si innocente, si douloureuse, fit se serrer son cœur. « Oui, Lune. J'ai un fils qui s'appelle Thomas. Il a presque ton âge. »« Et où est-il? Pourquoi n'est-il pas venu avec toi ?»« Il est loin, avec son papa, » répondit Valérie, luttant contre les larmes. « Je ne peux pas le voir en ce moment, mais j'espère que... »
Bientôt nous serons de nouveau ensemble. Lune la regarda avec ses grands yeux marrons, si semblables à ceux de son père. « Tu lui manques autant qu'à moi, ma maman ?»« Oui, ma chérie, exactement comme ça. »« Alors tu dois te sentir très seule, » conclut Lune avec une sagesse qui dépassait son âge. « Mais maintenant tu nous as, papa et moi, et nous aussi nous étions très seuls avant ton arrivée. » Avec ces simples mots, Lune avait exprimé une vérité qu'aucun des adultes n'avait osé reconnaître. Tous les trois étaient brisés de différentes manières, et d'une certaine façon ils avaient commencé à guérir les blessures les uns des autres. Lorsque Martin vint chercher Lune plus tard, il trouva sa fille endormie à côté de Valérie, qui lisait doucement un livre de contes. La scène le toucha profondément. Pour la première fois depuis la mort de Carmen, Lune semblait en paix. « Merci », murmura-t-il en prenant la petite fille endormie dans ses bras. « Pour tout. » Le lendemain matin, la réalité frappa à nouveau avec force. En arrivant à l'école, Valérie fut immédiatement convoquée au bureau du directeur. « Mademoiselle Dubois, il y a eu une plainte formelle contre vous », annonça Monsieur Durand, visiblement mal à l'aise. « Madame Perret et d'autres parents exigent votre renvoi immédiat. »« Je comprends, » répondit-elle, sentant son monde s'effondrer à nouveau. « Cependant, » continua le directeur, « Monsieur Moreau a appelé ce matin. Il a été assez insistant sur le fait que vous deviez rester. Il a même menacé de retirer ses dons si nous accédions à la demande du comité des parents. » Valérie resta sans voix. Elle ne savait pas si elle devait se sentir reconnaissante ou mortifiée de l'intervention de Martin. « Je ne veux pas causer de problème, Monsieur Durand, » dit-elle finalement. « Si ma présence porte préjudice au collège... » « Non, non, l'interrompit-il précipitamment. « Monsieur Moreau est... Bon, c'est notre principal bienfaiteur, et il semble que sa fille se soit remarquablement améliorée sous votre tutelle. Pour l'instant, vous resterez à votre poste. » Il fit une pause avant d'ajouter « Mais je vous suggère la plus grande discrétion sur tous les aspects. Ces rumeurs concernant votre situation de logement actuelle n'aident pas. Ainsi, même cela était déjà de notoriété publique. » Valérie sortit du bureau avec un mélange de soulagement et de frustration. D'un côté, elle conservait son emploi. De l'autre, elle sentait son indépendance s'éroder. L'aide de Martin, bien qu'elle soit bien intentionnée, la plaçait dans une position de vulnérabilité et de dépendance qui lui était inconfortable. Durant la semaine suivante, les tensions à l'école atteignirent un point critique. Les parents se divisèrent en deux camps. Ceux qui soutenaient Claudine Perret dans sa croisade contre la criminelle étrangère, et ceux qui, impressionnés par l'amélioration de Lune et soutenus par l'autorité de Martin Moreau, défendaient Valérie. Un vendredi après-midi, alors qu'elle supervisait la récréation, Valérie entendit un cri. Lune était acculée par 3 filles plus âgées, menées par la fille de Claudine, qui la bousculait tout en disant à haute voix « Ton papa laisse juste cette étrangère rester parce qu'il a pitié. Ma maman dit qu'elle profite probablement de vous. » Avant que Valérie ne puisse intervenir, Lune, normalement timide et réservée, se redressa de toute sa hauteur et répondit avec une clarté étonnante. « Mon papa la respecte parce qu'elle est bonne et courageuse. Et je l'aime parce qu'elle m'a appris qu'il est normal de regretter maman. Ce sont vous qui donnez de la pitié en étant si cruel. » Le silence qui suivit fut brisé par l'arrivée de Claudine Perret, qui était venue chercher sa fille plus tôt. En voyant la scène, son visage se transforma en un masque de fureur. « Comment osez-vous permettre que ma fille soit insultée ?» lança-t-elle à Valérie. « Votre fille harcelait Lune, Madame Perret, » répondit Valérie fermement. « Dans ce collège, nous ne tolérons pas le harcèlement. » « Harcèlement ? Ah, les seuls qui harcèlent ici, c'est vous et votre protecteur millionnaire. Manipuler cette pauvre enfant, lui faire croire des mensonges. Vous croyez qu'on ne sait pas que vous vivez maintenant chez les Moreau? Quel genre d'exemple est-ce là? Madame Perret, je vous serais reconnaissante de modérer votre ton devant les enfants, dit Valérie, gardant son calme malgré l'attaque. Si vous avez des inquiétudes concernant mon travail, vous pouvez vous adresser à la direction. Oh, je le ferai, menaça Claudine. Ça ne restera pas comme ça. On verra combien de temps vous durera la protection de Moreau quand il saura qui vous êtes vraiment. Lorsqu'elle fut seule avec Lune après l'incident, l'enfant l'embrassa avec force. « Ne les laissez pas vous faire du mal, supplia-t-elle. Pas comme maman. » Valérie frissonna à cette comparaison. « Que veux-tu dire, Lune ?» Maman aussi était détestée par certaines mamans, parce qu'elle était artiste et différente, parce qu'elle n'allait pas à leurs fêtes stupides.
Elle la faisait se sentir mal comme vous. Lune fit une pause, ses yeux remplis d'une compréhension douloureuse. Et puis, le jour de l'accident, elle était très triste. Papa dit que ce n'est pas pour ça que c'est arrivé, mais je l'ai vu pleurer avant qu'on parte. Ce week-end-là, Martin dut se rendre en Suisse pour affaires. Étonnamment, il demanda à Valérie de s'occuper de Lune en son absence, bien que normalement l'enfant reste avec sa gouvernante. Ce nouveau témoignage de confiance ne passa pas inaperçu du personnel du manoir, ni de Lune, qui était ravie de cet arrangement. Elles passèrent le samedi à faire des biscuits, quelque chose que Lune n'avait jamais fait. Et le dimanche, elles visitèrent un parc où Valérie avait l'habitude de courir. Pour la première fois depuis longtemps, toutes les deux se sentirent légères, libérées des ombres qui les accompagnaient normalement. Au parc, en regardant les enfants jouer, Lune posa une question inattendue. « Reverras-tu Thomas un jour ?» Valérie, surprise par la question directe, répondit avec honnêteté. « J'espère que oui, ma chérie. J'économise pour engager un avocat et rouvrir le dossier. »« Papa a beaucoup d'avocats, » commenta Lune avec désinvolture. « Les meilleurs, dit-il, il pourrait t'aider. »« C'est compliqué, Lune. Ton papa a déjà beaucoup fait pour moi. »« Mais il veut t'aider, » insista l'enfant. « Je l'ai entendu parler au téléphone de la Colombie et d'un juge, et il a dit ton nom plusieurs fois. La révélation la laissa stupéfaite. Martin enquêtait-il sur son cas sans le lui dire? Dans quelle mesure s'était-il impliqué? Lorsque Martin revint le dimanche soir, il trouva Lune endormie, et Valérie, l'attendant dans le salon principal, déterminée à clarifier la situation. « Lune a mentionné quelque chose à propos de vous, d'avocat et de mon affaire en Colombie, » dit-elle directement, sans détour. « Qu'est-ce que vous faites exactement ?»« Martin !» Il la regarda avec surprise, clairement. Il ne s'attendait pas à cette confrontation. Après un moment d'hésitation, il soupira et se servit un verre de whisky. « J'ai des contacts en Colombie, » admit-il finalement. « J'ai parlé à quelques collègues là-bas pour mieux comprendre votre situation et voir s'il existe des possibilités de rouvrir le dossier de garde. »« Sans me consulter ?» demanda-t-elle, partagée entre la reconnaissance et l'indignation. « Je voulais avoir quelque chose de concret avant de vous donner de l'espoir, » expliqua-t-il. « Votre ex-mari est un homme puissant, mais pas intouchable. J'ai des amis à la Cour de cassation qui pourraient examiner le dossier pour des irrégularités de procédure. » Valérie sentit son cœur s'accélérer. La possibilité de revoir Thomas, de le récupérer, était quelque chose qu'elle osait à peine rêver. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» demanda-t-elle, sincèrement confuse. Martin la regarda profondément, avant de répondre « Parce que je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime, et parce que... » Il hésita avant de continuer. « Parce que je n'avais jamais vu Lune aussi vivante qu'avec vous. Vous m'avez rendu ma fille, Valérie, et pour ça, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour vous rendre votre fils. » L'intensité de son regard, la sincérité de ses paroles, créèrent un moment de connexion que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé. Pour la première fois, Valérie vit au-delà du millionnaire, de l'homme d'affaires puissant, et découvrit l'homme vulnérable qui se cachait derrière, un père qui avait été aussi perdu qu'elle, essayant désespérément de guérir son cœur brisé et celui de sa fille. Cependant, avant qu'ils ne puissent approfondir cette connexion, le téléphone de Martin sonna. Son expression changea instantanément en entendant la voix au bout du fil. « Je comprends, » dit-il sèchement. « Je vais me renseigner. » En raccrochant, son visage avait retrouvé sa dureté habituelle. « C'était Monsieur Durand, le directeur. Il y aura demain une réunion extraordinaire du conseil d'école. Claudine Perret a présenté une motion formelle pour votre renvoi, avec les signatures de plusieurs parents influents. » Valérie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Je vais aller chercher mes affaires. Je ne peux pas continuer à vous causer des problèmes. »« Non, » l'arrêta Martin avec fermeté. « Vous n'allez pas fuir, pas cette fois. Nous allons affronter cela ensemble. »« Et vous supposez que tout s'arrangera parce que le grand Martin Moreau a le dit ?» répondit-elle avec amertume. « C'est ma bataille, pas la vôtre. »« Vous vous trompez, » répliqua-t-il, utilisant pour la première fois le tutoiement entre eux. « C'est notre bataille. Car ce qu'ils vous font, ils le font à Lune, et à moi, à ce que nous construisons ici. » La vague de ces derniers mots resta en suspens entre eux, chargée de possibilités non exprimées, de sentiments à peine reconnus. Avez-vous déjà ressenti la sensation que la vie vous met à l'épreuve avec des obstacles vraiment difficiles? Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez traversé de tels moments,
J'aimerais le savoir dans les commentaires. La nuit fut longue pour Valérie, qui la passa à se remémorer toutes les fois où elle avait dû recommencer. Après le divorce, après avoir perdu Thomas, après avoir fui la Colombie, combien de fois de plus devrait-elle se reconstruire? L'idée de faire face à une autre perte, son travail, l'une, la possibilité de récupérer son fils et même la compagnie de Martin, qui était devenue étonnamment importante pour elle, était presque insupportable. Le lendemain matin, l'ambiance à l'école était tendue. Les parents se réunissaient en petits groupes, chuchotant en la regardant passer. Même certains professeurs qui avaient été cordiaux jusque-là évitaient son regard. Seule l'une, étrangère à la gravité de la situation, la salua avec son enthousiasme habituel, nouvellement découvert. « Mademoiselle Valérie, regardez ce que j'ai dessiné hier soir. » C'était un dessin simple mais émouvant, 3 figures se tenant la main, l'une, Martin et Valérie, devant une maison. Derrière eux, flottant entre les nuages, il y avait une autre figure avec des ailes, Carmen, et sur le côté une 4e figure avec un point d'interrogation, Thomas. « C'est beau, l'une, » murmura Valérie, émue aux larmes. « C'est notre famille, » expliqua la petite fille avec naturel. « Maman depuis le ciel et nous ici en bas, et ça c'est ton fils. Quand il reviendra, nous serons 5. » La simplicité avec laquelle l'une exprimait ce que les adultes osaient à peine imaginer était désarmante. Pour elle, la solution était évidente. Ils avaient été seuls, ils avaient souffert, et maintenant ils avaient trouvé du réconfort les uns dans les autres. Pourquoi ne pas rendre cet arrangement permanent? La réunion du conseil était prévue pour après les cours. Pendant que les élèves partaient, Valérie se prépara mentalement à ce qui allait arriver, déterminée à défendre sa dignité une fois de plus. La salle des fêtes était pleine quand elle entra. D'un côté, Claudine Perret et ses alliés, de l'autre, quelques parents qui avaient commencé à apprécier son travail avec leurs enfants. Au centre, le directeur Durand et le conseil d'école, clairement mal à l'aise avec la situation. Et au premier rang, Martin Moreau, imposant dans son costume sombre, avec l'une à ses côtés. Claudine prit la parole en premier, son discours chargé d'insinuations et de demi-vérités. Elle parla de normes morales, de mauvais exemples, d'influences étrangères indésirables. Elle mentionna la détention de Valérie comme s'il s'agissait d'une condamnation grave, ignorant le contexte et les circonstances. Quel genre d'institution permet qu'une personne avec des antécédents judiciaires éduque nos enfants, conclut-elle avec indignation théâtrale. Quel genre de père permet que sa fille soit influencée par quelqu'un comme ça? 7. Dernière question, clairement adressée à Martin, provoqua un murmure dans la salle. Tous les yeux se tournèrent vers lui, attendant sa réaction. Martin se leva calmement, sa présence dominant immédiatement l'espace. Mais avant qu'il ne puisse parler, l'une s'avança, se dégageant de sa main. « Mon papa est le meilleur papa du monde », dit-elle d'une voix claire, affrontant Claudine sans crainte. « Et mademoiselle Valérie est la meilleure institutrice. Vous êtes méchant avec elle parce que vous êtes jaloux. » Un silence stupéfait suivit ces paroles. Claudine, visiblement contrariée, tenta de reprendre le contrôle. « Chérie, les adultes parlent de choses que tu ne comprends pas. Je comprends qu'avant mademoiselle Valérie, je ne pouvais pas parler de maman sans pleurer, » répondit l'une avec une maturité surprenante. « Je comprends que maintenant je peux me souvenir d'elle sans me sentir triste tout le temps. Et je comprends que vous voulez que mon institutrice s'en aille parce qu'elle est différente, comme l'était maman. » Martin posa sa main sur l'épaule de sa fille, visiblement fier et ému. Puis il dirigea son regard vers le conseil. « Ma fille l'a exprimé mieux que je ne pourrais le faire, » commença-t-il. « Mais j'ajouterai quelque chose de plus. Mademoiselle Dubois n'est pas une criminelle. C'est une mère à qui un système corrompu a arraché son fils parce qu'elle a osé défier un homme puissant et abusif. Sa seule faute a été de crier pour la justice quand personne ne l'écoutait. » Il fit une pause, son regard parcourant la salle. « J'ai enquêté à fond sur son cas. J'ai des documents prouvant les irrégularités dans la procédure judiciaire en Colombie. J'ai des témoignages de personnes qui ont été pressées de témoigner contre vous. Tout ceci sera disponible pour ceux qui veulent le vérifier. C'est la femme que vous voulez expulser. La seule personne qui a été capable d'aider ma fille à gérer sa douleur après avoir perdu sa mère. L'institutrice qui a amélioré les notes et l'attitude de beaucoup de vos enfants, y compris ceux qui la critiquent. » Sa voix prit un ton plus dur avant de continuer. « Si vous décidez de vous passer d'elle,
je respecterai votre décision. Mais dans ce cas, l'une changera d'école immédiatement, et les dons que j'ai faits au cours des 8 dernières années cesseront. » Après une pause calculée, il ajouta « Et je ferai en sorte que toute la communauté éducative de Paris connaisse la raison. » Le directeur Durand pâlit visiblement. Les contributions de Martin Moreau avaient financé la bibliothèque, le laboratoire de sciences et de nombreuses bourses pour les étudiants de milieux modestes. Sans elles, l'école ferait face à de sérieuses difficultés financières. « Monsieur Moreau, » intervint le directeur cherchant une issue diplomatique. « Personne ne remet en question les compétences professionnelles de mademoiselle Dubois. Peut-être pourrions-nous parvenir à un accord qui... » « Il n'y a rien à négocier, » l'interrompit Martin. « Soit elle reste avec tous les droits et le respect que mérite tout membre du corps enseignant, soit nous partons. C'est aussi simple que ça. » Valérie, qui était restée silencieuse pendant tout cet échange, finit par parler. Sa voix, bien que douce, attira l'attention de tous. « Je suis profondément reconnaissante à Monsieur Moreau et à Lune pour leur soutien, » commença-t-elle. « Mais je ne veux pas que ma présence cause une division dans cette communauté. Je ne suis pas venue en France en cherchant des problèmes ou des faveurs spéciales. Je suis venue pour reconstruire ma vie, pour enseigner, pour être utile. » Elle se tourna vers Claudine et les autres parents qui l'avaient attaquée. « Je comprends vos préoccupations. Si j'étais mère, je voudrais aussi le meilleur pour mes enfants. Mais je vous assure que je ne suis pas une menace. Je suis juste une femme qui a commis des erreurs, qui a subi des injustices, et qui essaie, chaque jour, d'être une meilleure personne. » Puis elle regarda directement Claudine. « Si après avoir connu toute mon histoire, vous continuez à penser que je ne suis pas apte à enseigner ici, je le respecterai. Mais je vous demande de me juger sur mes actions actuelles, pas sur des rumeurs ou sur un passé que vous ne connaissez pas complètement. » La sincérité et la dignité de ces paroles émurent bon nombre des personnes présentes. Même certains des alliés de Claudine semblèrent soudainement mal à l'aise avec leur position. Le conseil demanda quelques minutes pour délibérer en privé. Pendant ce temps, Lune s'approcha de Valérie et prit sa main, tandis que Martin les observait avec une expression qui mêlait fierté, inquiétude et quelque chose de plus profond, que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Lorsque le conseil revint, le directeur annonça sa décision. Valérie resterait à son poste, mais une période d'observation serait établie, au cours de laquelle ses performances seraient évaluées régulièrement. C'était une solution de compromis qui ne satisfaisait complètement aucune des parties, mais qui permettait à chacun de sauver la face. En sortant de la réunion, Sophie Moreau, qui avait été l'une des principales critiques de Valérie, s'approcha d'elle avec une expression honteuse. « Je vous dois des excuses, mademoiselle Dubois, » dit-elle à voix basse. « Ma fille Danielle m'a raconté comment vous l'avez aidée avec ses problèmes de lecture quand personne d'autre n'a eu de patience. Je crois que je vous ai jugé injustement. C'était une petite victoire, mais significative. Peut-être, pensa Valérie, le changement était possible, une personne à la fois. » Ce soir-là, au manoir Moreau, Lune insista pour célébrer la victoire avec un dîner spécial. L'enfant avait préparé des cartes de félicitations pour Valérie, avec l'aide du personnel de la cuisine, et avait convaincu son père de se procurer des beignets colombiens, un détail qui toucha profondément Valérie. Après que Lune fut allée se coucher, Martin et Valérie restèrent seuls sur la terrasse, contemplant les lumières de Paris sous un ciel exceptionnellement étoilé. « Merci, » dit-elle simplement, « pour tout. »« Ne me remerciez pas, » répondit-il. « J'ai fait ce qu'il fallait, quelque chose que j'aurais dû faire avant pour Carmen. » La mention de sa femme décédée créa un moment d'intimité inattendu. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Valérie doucement. Martin soupira, son regard perdu dans un point de l'horizon. Carmen était aussi étrangère, vénézuélienne, une artiste brillante qui ne s'est jamais intégrée dans les cercles sociaux de Paris. Je l'ai rencontrée lors d'une exposition, je suis tombé amoureux instantanément et 6 mois plus tard nous étions mariés. Il fit une pause, son visage sombre. Mon monde, le monde des affaires, de l'argent, du pouvoir, l'étouffait. Les mêmes personnes qui vous attaquent, aujourd'hui l'ont détruite avec leurs commentaires, leur dédain, leur mépris pour son art et sa façon d'être. Et moi, j'étais trop occupé à construire un empire pour me rendre compte à quel point elle souffrait. Sa voix se brisa légèrement. Le jour de l'accident, nous nous étions disputés. Elle voulait retourner au Venezuela, s'éloigner de tout ça.
Je m'y suis opposé, insistant sur le fait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne soit acceptée. Elle est partie furieuse, avec Lune. La pluie était intense, la route était glissante. Valérie prit sa main, instinctivement. « Ce n'était pas votre faute, Martin. »« Peut-être pas directement, admit-il, mais j'aurais pu la protéger mieux. J'aurais pu être plus présent. J'aurais pu valoriser ce qui était vraiment important. » Ses yeux croisèrent ceux de Valérie. « Je ne commettrai pas la même erreur 2 fois. » À ce moment-là, le téléphone de Martin sonna, brisant l'intimité du moment. Son expression se transforma en entendant ce qu'on lui disait de l'autre côté. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il avec urgence. « Et cette information, est-elle fiable ?» En raccrochant, son visage affichait un mélange d'émotion et de préoccupation. « C'était mon contact en Colombie, » expliqua-t-il. « Il y a une possibilité de rouvrir votre dossier. Un juge de la Cour suprême est disposé à examiner le dossier. » Le cœur de Valérie s'accéléra. « Vraiment ? » ?»« Oui, mais il y a un problème, » continua Martin. « Vous devriez aller à Bogota pour présenter personnellement la requête, et il existe un risque qu'en le faisant, votre ex-mari tente de vous arrêter avec de nouvelles accusations. »« Peu importe, » répondit-elle avec détermination. « Pour Thomas, je prendrai tous les risques. » Martin hocha la tête, comprenant parfaitement cette impulsion. « Nous allons tout préparer. Je vous accompagnerai. »« Non, Martin, » protesta Valérie. « Vous avez déjà fait beaucoup trop. C'est quelque chose que je dois affronter seul. »« Lune et moi vous attendrons ici, » répondit-il simplement, comme si cela allait de soi. Comme si le retour de Valérie était une évidence. Comme s'ils étaient déjà une famille. 2 semaines plus tard, Valérie atterrissait à Bogota avec un mélange de peur et d'espoir. Malgré ses protestations, Martin avait insisté pour payer non seulement son voyage, mais aussi les services du cabinet d'avocats le plus prestigieux de Colombie. Le plan était de déposer la requête le matin et de prendre un vol de retour, le soir même, minimisant ainsi le risque qu'Eduardo Ramirez, son ex-mari, puisse l'intercepter. Cependant, le destin avait d'autres plans. À peine eut-elle mis un pied dans le bâtiment de la Cour suprême que 2 agents de police l'arrêtèrent. L'accusation, tentative d'enlèvement. Comme Martin l'avait craint, Eduardo avait pris les devants, utilisant ses contacts pour lui tendre un piège. Désespérée, Valérie réussit à passer un coup de fil depuis le commissariat avant d'être mise au secret. Martin répondit dès la première sonnerie, comme s'il avait attendu de mauvaises nouvelles. « Ils m'ont arrêté », expliqua-t-elle, rapidement. Eduardo était au courant, quelqu'un a dû l'avertir. « Gardez votre calme », répondit Martin avec une sérénité qui contrastait avec la panique qu'elle ressentait. « Nos avocats sont déjà en route, et je prendrai le premier vol pour Bogota. »« Non, Martin, » supplia-t-elle. « Lune a besoin de vous. Ne laissez pas cela nous détruire tous. »« Je vous ai promis que vous ne seriez pas seul cette fois. » Fut sa réponse ferme, et je tiendrai cette promesse. Les 48 heures suivantes furent un cauchemar pour Valérie. Enfermée dans une cellule, elle avait l'impression d'être retournée à ce moment horrible, 3 ans auparavant quand elle avait tout perdu. Mais cette fois, il y avait une différence cruciale. Elle n'était pas seule. Le 3e jour, la porte de sa cellule s'ouvrit et Martin apparut accompagné de 2 hommes en costume qui se présentèrent comme des représentants de l'ambassade argentine. Son visage montrait des signes d'épuisement, mais ses yeux brillaient de détermination. « Nous allons vous sortir de là, » promit-il, lui prenant les mains à travers les barreaux. Eduardo a commis une erreur cette fois. Il s'est attaqué aux mauvaises personnes. Et en effet, il l'avait fait. Martin Moreau n'était pas seulement un homme d'affaires millionnaire. C'était un homme avec des connexions au plus haut niveau, du pouvoir corporatif et politique dans plusieurs pays d'Amérique latine. Pendant que Valérie était détenue, il avait mobilisé des diplomates argentins, des journalistes internationaux et des militants des droits de l'homme pour exposer les irrégularités dans l'affaire d'Eduardo Ramirez. « L'histoire est dans tous les journaux », lui expliqua-t-il alors qu'il sortait du commissariat. Un juge corrompu qui utilise son pouvoir pour persécuter son ex-femme et la séparer de son fils. L'opinion publique est de notre côté, Valérie. Cependant, la liberté n'était que la première étape. Récupérer Thomas serait une bataille beaucoup plus difficile. Eduardo le gardait pratiquement coupé du monde, protégé par des gardes, à du corps dans sa luxueuse résidence en banlieue de Bogota. « J'ai un plan », expliqua Martin, alors qu'il se rendait à l'hôtel où elle logeait. « Mais cela va demander de la patience et du sang-froid. »
Durant les 10 jours suivants, Valérie vécut une montagne russe émotionnelle comme jamais auparavant. Martin et son équipe juridique obtinrent qu'un juge spécial étranger à l'influence d'Eduardo examine l'intégralité du dossier de garde. Des témoins qui avaient auparavant été réduits au silence acceptèrent de témoigner, révélant comment ils avaient été contraints de mentir. Des documents financiers montrèrent des pots de vin déguisés en consultation à des fonctionnaires de la justice qui étaient intervenus dans l'affaire initiale. Le coup de grâce arriva lorsque l'ancienne assistante d'Eduardo remit des enregistrements où il admettait avoir manipulé des preuves pour discréditer Valérie. Acculé médiatiquement et légalement, le juge Ramirez faisait désormais face à une enquête pour corruption qui menaçait de détruire sa carrière. Finalement, après des audiences marathoniennes et des moments de tension insupportables, le nouveau juge décida « Valérie retrouverait la garde partagée de Thomas, avec la possibilité de l'emmener en France. » Lorsque Valérie vit son fils pour la première fois après 3 ans, le temps sembla s'arrêter. L'enfant, maintenant âgé de 10 ans, était plus grand, plus mince, avec une expression sérieuse qui ne correspondait pas à un enfant de son âge. Au début, il se montra méfiant, presque effrayé. Son père lui avait dit pendant des années que sa mère l'avait abandonné, qu'elle ne l'aimait pas. « Es-tu vraiment ma maman ?» demanda-t-il d'une voix tremblante lorsqu'ils se retrouvèrent au bureau du juge sous la supervision d'une assistante sociale. « Oui, mon amour, » répondit-elle. Retenant ses larmes, « Je n'ai jamais cessé de te chercher. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Papa a dit que tu étais parti parce que tu ne m'aimais pas. Ce n'est pas vrai, Thomas. Je t'ai aimé chaque jour, chaque minute. » Valérie tendit une main vers lui, n'osant pas encore l'embrasser. « J'avais une photo de toi sous mon oreiller. Je te parlais chaque soir avant de dormir, espérant que d'une manière ou d'une autre tu pourrais m'entendre. » L'enfant la regarda intensément, comme pour évaluer la vérité dans ses mots. Puis lentement il fit un pas vers elle. « Je me souviens de toi en train de chanter, » dit-il à voix basse. « Une chanson sur les papillons. » Valérie éclata en sanglots en l'entendant. C'était une berceuse colombienne qu'elle lui chantait tous les soirs quand il était petit. « Oui, ma vie, je la chantais pour toi. » Ce souvenir, cette connexion que ni le temps ni les mensonges n'avaient pu effacer, fut le début de leur réconciliation. Les jours suivants furent difficiles, pleins de conversations douloureuses mais nécessaires, de souvenirs partagés et de silences chargés d'émotions. Thomas alternait entre des moments de proximité prudente et des rechutes vers le rejet, confus par des années de manipulation. Martin, qui était resté discrètement en retrait pendant tout le processus, s'avéra être une pièce maîtresse dans le rapprochement entre la mère et le fils. Avec une patience infinie, il écoutait les préoccupations de l'enfant, répondait à ses questions et lui parlait de Lune, qui attendait avec impatience à Paris de rencontrer son nouveau frère. « Il y a vraiment une petite fille qui veut me connaître ?» demanda Thomas un soir, alors qu'il dînait à l'hôtel. « C'est ça », confirma Martin en lui montrant des photos de Lune sur son téléphone. « Elle parle de toi tout le temps. Elle a même préparé sa chambre pour la partager avec toi, si tu veux. » L'idée d'avoir une amie, presque une sœur, qui l'attendait dans un endroit lointain, sembla fasciner l'enfant plus que toute autre chose qu'on lui avait dite. Peu à peu, la résistance de Thomas s'estompa, remplacée par une curiosité prudente concernant sa nouvelle vie en France. « Pourrais-je revoir papa ?» demanda-t-il un matin, alors qu'ils préparaient leurs maigres affaires pour le voyage. « Bien sûr, » répondit Valérie, déterminée à ne pas répéter les erreurs d'Eduardo. « Tu pourras le voir pendant les vacances et lui parler au téléphone quand tu voudras. » La réalité était plus compliquée, étant donné qu'Eduardo faisait face à de graves accusations qui pourraient l'amener en prison. Mais Valérie avait décidé que, quoi qu'il arrive, elle ne parlerait jamais en mal du père de son fils devant lui. Les enfants ont le droit de construire leur propre vérité, en leur temps. Le jour du voyage pour Paris, Thomas s'est montré nerveux mais plein d'attentes. À l'aéroport, pendant qu'ils attendèrent d'embarquer, Martin reçut un appel qui l'obligea à s'éloigner pour parler en privé. À son retour, son expression était grave. « Eduardo essaie de bloquer la sortie de Thomas du pays », expliqua-t-il à voix basse à Valérie. « Il a présenté un recours de dernière minute, alléguant des irrégularités dans la procédure. » La panique s'empara de Valérie. Si près et pourtant encore si loin. « Que pouvons-nous faire? C'est déjà réglé », la rassura Martin. « Notre équipe juridique présente la documentation prouvant que le juge a explicitement autorisé le voyage. »
Ce n'est qu'une autre manœuvre désespérée. Et en effet, 1 heure plus tard, ils reçurent la confirmation. Ils pouvaient voyager sans problème. Dans l'avion, tandis que Thomas dormait appuyé contre son épaule, un geste de confiance, qui la remplit d'émotion. Valérie regarda Martin qui travaillait sur son ordinateur de l'autre côté de l'allée. « Comment pourrais-je vous remercier pour tout cela ?» lui demanda-t-elle lorsque leurs regards se croisèrent. « En voyant Lune et Thomas grandir heureux, répondit-il simplement. Cela suffira. » Mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux, une promesse tacite, un futur possible que tous les deux commençaient à entrevoir. Lorsqu'ils atterrirent à Paris, Lune les attendait à l'aéroport, tenant une pancarte décorée de paillettes qui disait « Bienvenue à la maison, Thomas ». À ses côtés, le personnel du manoir Moreau et quelques camarades de classe qui étaient devenus des amis de Lune depuis que Valérie était entrée dans sa vie. La rencontre entre les enfants fut initialement timide. Thomas, accablé par tant de nouveaux visages et par le changement radical de sa vie, resta près de sa mère. Lune, désireuse d'entrer en contact avec lui, parlait sans arrêt de toutes les choses qu'ils pourraient en faire ensemble. Mais lorsque la petite fille, pressentant l'inconfort de Thomas, lui remit une pierre bleue identique à celle qu'elle avait offerte à Valérie des mois auparavant, quelque chose changea dans l'expression de l'enfant. « C'est une pierre de valeur », expliqua Lune solennellement, « pour quand tu as peur ou que tu te sens triste. » Thomas l'accepta avec soin, comme s'il comprenait le sens profond du geste. « Merci », dit-il, le premier mot qu'il prononçait depuis qu'ils avaient atterri. Les jours suivants furent une adaptation pour tous. Thomas découvrit l'école où enseignait sa mère, fut présenté progressivement aux lieux et aux personnes qui feraient désormais partie de sa vie. Les cauchemars qui le réveillaient en pleurant et en appelant son père diminuèrent progressivement, remplacés par des rêves plus paisibles. Un après-midi, tandis que les enfants jouaient dans le jardin sous la supervision de Valérie, Martin s'approcha d'elle avec une expression pensive. « J'ai réfléchi, » commença-t-il, inhabituellement, hésitant, « à votre situation, à la nôtre. »« À quoi faites-vous allusion ?» demanda-t-elle, bien qu'elle pressentît la direction que prenait la conversation. « L'appartement des invités est confortable, mais peut-être que Thomas a besoin de plus d'espace, de plus de stabilité. » Valérie le regarda droit dans les yeux. « Martin, je ne veux pas que vous continuiez à sentir que vous devez nous sauver. Vous avez déjà fait plus que suffisamment. »« Il ne s'agit pas de sauver qui que ce soit, » répondit-il avec intensité. « Il s'agit de reconnaître ce que nous sommes déjà, une famille, différente, imparfaite, toujours en train de guérir, mais une famille, enfin. » Les mots restèrent en suspens entre eux, chargés de possibilités. Valérie regarda là où Lune montrait à Thomas comment faire rebondir des pierres sur l'étang du jardin. 2 enfants marqués par des pertes distinctes, trouvant du réconfort l'un dans l'autre. « Emménageriez-vous avec nous ?» demanda finalement Martin. « Vous et Thomas, comme une vraie famille. » Valérie sentit son cœur s'accélérer. La proposition était tentante, mais la peur de la dépendance, de perdre l'autonomie pour laquelle elle avait tant lutté, persistait. « Seulement si je peux conserver mon appartement comme un souvenir, » répondit-elle après un moment de réflexion. « Que j'y suis arrivé, que nous y sommes arrivés. » Martin sourit, comprenant parfaitement ce que cela signifiait pour elle de conserver cet espace qui lui était propre. « Cela me semble juste. » Ce soir-là, pendant le dîner, ils annoncèrent aux enfants leur décision. La réaction fut immédiate. Lune sauta de joie et Thomas, bien que plus réservé, montra un sourire sincère, peut-être le premier depuis son arrivée. « Serons-nous comme de vrais frères et sœurs ?» demanda-t-il à Lune. « Nous le sommes. »« Déjà !» répondit-elle avec une conviction absolue. « La famille, ce n'est pas que le sang, c'est le cœur. » Plus tard, lorsque les enfants dormirent, Valérie et Martin partagèrent un moment de calme sur la terrasse, contemplant la ville illuminée sous un ciel étoilé. Ils n'étaient pas un couple conventionnel. Leur lien était né de la douleur partagée, du besoin mutuel, de l'admiration profonde. Ils ne savaient pas exactement quel nom donner à ce qu'ils ressentaient, mais ils étaient prêts à le découvrir ensemble, pas à pas. « Croyez-vous que cela fonctionnera ?» demanda-t-elle, exprimant le doute qui persistait sous la surface de leur bonheur. « Ce ne sera pas parfait, » répondit-il avec honnêteté. « Ce ne sera pas simple, mais ce sera réel. » Et dans un monde qui l'avait jugée parce qu'elle était pauvre et étrangère, dans une société où les puissants comme Eduardo
croyait pouvoir définir la valeur des gens à leur guise, cette promesse d'authenticité était le cadeau le plus précieux que Valérie pouvait imaginer. Des mois plus tard, lors d'une exposition scolaire où Lune et Thomas présentaient ensemble un projet sur les familles du monde, une visiteuse s'approcha de Valérie alors qu'elle observait fièrement les enfants. « Excusez-moi », dit la femme, que Valérie reconnut comme étant l'une des mères qu'il avait initialement rejetées. « Je voulais vous demander pardon pour la façon dont je vous ai traité quand vous êtes arrivé. Ma fille m'a raconté à quel point vous l'avez aidée cette année et, eh bien, je me suis trompé en vous jugeant. » Valérie accepta les excuses avec grâce, consciente que le changement, bien que lent, était possible. Pendant que la femme s'éloignait, Thomas courut vers elle, ému de lui montrer quelque chose. « Regarde, maman, Lune et moi avons fait ça pour la présentation. » C'était un dessin simple mais éloquent. 4 figures sous un arbre, se tenant la main, avec une 5e figure flottant entre les nuages. En dessous, ils avaient écrit « Famille Moreau-Dubois, unie par choix et non par le sang. » Valérie sentit les larmes monter à ses yeux en embrassant son fils. Au loin, elle vit Martin converser avec d'autres parents, sa posture plus détendue que jamais, et Lune expliquant vivement quelque chose à ses camarades. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée lorsqu'elle était arrivée à Paris avec peu plus que de l'espoir et de la douleur. C'était mieux, beaucoup mieux. Car dans un monde qui s'était moqué d'elle parce qu'elle était pauvre et étrangère, les enfants d'un millionnaire l'avaient appelée « famille ». Le chemin vers la guérison n'est jamais linéaire, et la famille Moreau-Dubois allait apprendre cette leçon de la manière la plus dure. Presque un an après l'arrivée de Thomas, alors que tout semblait aller vers la stabilité, une lettre de Colombie ébranla les fondations de leur fragile équilibre. Eduardo Ramirez avait été libéré de toutes les charges grâce à l'intervention de puissants alliés, et il exigeait désormais des visites régulières avec son fils. Ce qui semblait au départ un droit paternel raisonnable révéla bientôt sa véritable nature. Un plan méticuleux pour reprendre le contrôle total de Thomas et, par extension, de Valérie. La première visite sembla s'être bien passée, Thomas revenant à Paris avec des cadeaux coûteux et des anecdotes apparemment innocentes. Mais bientôt, son comportement commença à changer. Il devint distant, surtout avec Martin. Des commentaires subtilement empoisonnés commencèrent à s'infiltrer dans leur conversation. « Papa dit qu'on vit aux dépens de la charité. Papa dit que tu n'as jamais voulu revenir pour moi. Comment cette nouvelle famille allait-elle » Affronter la manipulation psychologique d'un homme déterminé à détruire ce qu'ils avaient mis tant de temps à construire. L'amour qu'ils avaient cultivé allait-il résister au venin du doute semé dans le cœur impressionnable d'un enfant? Les petites fissures commençaient à apparaître et Valérie sentait qu'elle se trouvait à nouveau au bord d'un précipice familial, avec tout ce qu'elle aimait risquant de s'effondrer. Un dimanche matin, alors que les 4 prenaient leur petit déjeuner dans le jardin comme ils en avaient l'habitude, quand le temps le permettait, Lune posa une question qui la préoccupait depuis un certain temps. Pourquoi certains enfants à l'école disent qu'on n'est pas une vraie famille? La question tomba comme une bombe sur la table. Martin et Valérie échangèrent des regards inquiets, tandis que Thomas baissait les yeux sur son assiette, soudainement intéressé à déplacer les restes de son pain perdu. « Qui a dit ça, chérie ?» demanda Valérie avec douceur. « Plusieurs filles. Elles disent que tu n'es avec papa que pour son argent, et que Thomas et moi ne sommes pas de vrais frères et sœurs, parce qu'on n'a pas le même sang. » L'une fronça, les sourcils visiblement contrariés. « Je leur ai dit qu'elles avaient tort, mais elles ont ri. » Martin prit une profonde inspiration avant de répondre. « L'une, il y a des gens qui ne comprennent qu'un seul type de famille. Papa, maman et les enfants, tous avec le même nom de famille et le même sang. Mais il y a beaucoup de façons d'être. Une famille. Comme nous, ajouta Valérie, on se choisit. On prend soin l'un de l'autre. On s'aime. C'est ça, une vraie famille. » Thomas, qui était resté silencieux, finit par parler. « Mon papa dit que ce n'est pas normal, que Martin n'est pas mon père et ne le sera jamais. » Le commentaire, prononcé avec la franchise cruelle des enfants qui répètent sans filtre ce qu'ils ont entendu, créa un silence gênant. C'était la première fois que Thomas verbalisait ouvertement les graines de doute qu'Eduardo avait plantées pendant ses visites. « Thomas, ton père sera toujours ton père, » répondit Valérie avec calme. « Personne n'essaie de le remplacer, mais les familles peuvent grandir, changer,
inclure plus de personnes qui nous aiment et que nous aimons. Comme quand on adopte un petit chien, demanda l'une, essayant de trouver un parallèle qu'elle pourrait comprendre. Martin sourit devant la comparaison innocente. Quelque chose comme ça, mais plus important. Quand tu choisis quelqu'un comme famille, tu promets d'être là pour cette personne quoi qu'il arrive. Comme je suis là pour toi, pour ta maman et pour Thomas. Même s'ils ne sont pas parfaits, insista l'une. Surtout s'ils ne sont pas parfaits, répondit Martin, regardant Valérie avec une signification particulière. Parce que personne ne l'est. Thomas écoutait attentivement, son expression indéchiffrable. Finalement, après un long silence, il demanda « Et si je voulais vivre avec mon papa à nouveau ?» La question frappa Valérie comme un coup de poing physique. Pendant des mois, elle avait craint que cela n'arrive, que l'influence d'Eduardo finisse par porter ses fruits. « Si c'est vraiment ce que tu veux, nous en parlerons, » répondit-elle avec toute la sérénité qu'elle put rassembler, bien qu'elle sente son monde s'effondrer à l'intérieur. « Mais j'aimerais que ce soit parce que tu te sens plus heureux là-bas, et non parce que quelqu'un t'a dit que tu devrais te sentir comme ça. » Thomas acquiesça lentement, digérant la réponse. « Je ne veux pas partir, dit-il finalement. Je voulais juste savoir ce que tu dirais. » La tension se dissipa légèrement, mais la conversation laissa un résidu d'inquiétude. Ce soir-là, après s'être assuré que les enfants dormaient, Valérie trouva Martin dans son bureau, examinant des documents avec une expression préoccupée. « Eduardo est en train de manœuvrer à nouveau », expliqua-t-il lorsqu'elle demanda ce qui se passait. Il a demandé la garde complète, arguant que l'environnement ici est moralement inapproprié pour Thomas. « Il ne peut pas faire ça », protesta Valérie, bien qu'elle sache parfaitement qu'Eduardo Ramirez était capable de manipuler le système en sa faveur. Le juge spécial s'est prononcé en notre faveur. Nous avons la garde légale. « En France, oui, » répondit Martin gravement. Mais il présente l'affaire en Colombie, arguant que la procédure ici était irrégulière. Et cette fois, il a impliqué des personnes encore plus puissantes. Valérie s'effondra sur une chaise, sentant la peur familière revenir la submerger. Il ne s'arrêtera jamais, n'est-ce pas? Il trouvera toujours le moyen de me faire payer, pour l'avoir quitté. Cette fois, tu n'es pas seul contre lui, lui rappela Martin, lui prenant la main. Nous sommes ensemble dans cette affaire, et je ne vais pas permettre qu'on t'arrache Thomas une nouvelle fois. Avez-vous déjà vécu des situations où vous avez dû faire face à des difficultés familiales? Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez vécu quelque chose de semblable, j'adorerais lire vos expériences dans les commentaires. La menace d'Eduardo créa un nouveau niveau de tension dans la maison. Bien qu'ils aient essayé de maintenir la normalité pour les enfants, Valérie et Martin vivaient avec la constante inquiétude que chaque jour pourrait être le dernier qu'ils passeraient avec Thomas. Les avocats allaient et venaient, les appels téléphoniques se succédaient jusqu'à tard dans la nuit, et les cernes sous les yeux des deux s'épaississaient. L'une, perspicace comme toujours, comprit que quelque chose de grave se passait, même si personne ne lui avait expliqué les détails. Un après-midi, pendant que Thomas était à son cours de natation, la petite fille s'approcha de Valérie, qui examinait des documents juridiques dans la cuisine. « Thomas ne va pas partir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle directement, sa voix petite mais ferme. Valérie la regarda surprise. « Pourquoi penses-tu ça, chérie ?»« Parce que toi et papa vous êtes tristes et inquiets, et parce que j'ai entendu papa parler au téléphone de ce fichu juge et de protéger Thomas. » L'une s'assit à côté de Valérie. « S'il part, tu partiras aussi, et nous serons de nouveau seuls. » La peur dans les yeux de l'une était si palpable que Valérie sentit son cœur se briser. Cet enfant, qui avait déjà perdu sa mère, craignait désormais de perdre la famille qu'ils avaient construite si soigneusement. « Écoute-moi bien, l'une, » dit Valérie, prenant ses petites mains entre les siennes. « Quoi qu'il arrive avec Thomas, je ne partirai pas. Jamais. Toi et ton père êtes aussi ma famille désormais. »« Tu le promets ?» insista l'une, avec une intensité qui révélait combien elle avait besoin de croire en ces mots. « Je le promets, » répondit Valérie solennellement. « Certaines personnes entrent dans nos vies pour un temps et s'en vont ensuite. D'autres arrivent pour rester à jamais. Je reste, l'une, pour toujours. » La fillette l'étreignit avec force, comme si elle voulait s'assurer physiquement que Valérie ne disparaîtrait pas. À ce moment-là, Martin entra dans la cuisine, observant la scène avec un mélange de tendresse et de préoccupation. « Tout va bien ?» demanda-t-il, s'approchant d'elle. L'une le regarda avec des yeux brillants.
Valérie a promis qu'elle ne partirait jamais, quoi qu'il arrive avec Thomas. Martin regarda Valérie, une question silencieuse dans ses yeux. Jusqu'à ce moment-là, leur relation avait été intimement liée à la situation des enfants, problème auquel ils faisaient face ensemble. Que resterait-il si l'un de ces éléments disparaissait? C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir, confirma Valérie, soutenant son regard. Si vous voulez que je reste, bien sûr. L'expression de Martin s'adoucit, un sourire presque imperceptible sur ses lèvres. Il n'y a rien que je désire davantage. Ce fut un moment de réaffirmation au milieu de l'incertitude, une déclaration d'intention qui allait au-delà des circonstances qui les avaient unis au départ. Le soir même, ils reçurent un appel qui allait tout changer à nouveau. C'était l'avocat principal en Colombie, sa voix tendue mais empreinte d'espoir. De nouvelles preuves sont apparues, expliqua-t-il. Eduardo a commis une erreur. Il a été filmé en train de menacer un témoin. L'affaire prend une tournure inattendue. Les jours suivants furent des montagnes russes émotionnelles. La vidéo où Eduardo menaçait un fonctionnaire de la justice pour qu'il témoigne en sa faveur fut divulguée à la presse. Soudainement, le respecté juge Ramirez devint le méchant d'une histoire de corruption et d'abus de pouvoir qui attira l'attention des médias dans toute l'Amérique latine. D'anciens collègues et subordonnés, sentant que le navire sombrait, commencèrent à parler, révélant des années de comportements abusifs, de décisions judiciaires achetées et de manipulations systématiques du système. La carrière d'Eduardo s'effondrait sous leurs yeux et avec elle, sa capacité à menacer Valérie et à revendiquer Thomas. Le moment crucial arriva une semaine plus tard, lorsqu'Eduardo, désespéré et acculé, tenta de soustraire Thomas à l'école sans autorisation. Il fut arrêté par la sécurité du collège, renforcé par Martin dès les premières menaces, et ensuite arrêté pour tentative d'enlèvement. Lorsque Valérie et Martin arrivèrent précipitamment à l'école, ils trouvèrent Thomas, assis dans le bureau du directeur, visiblement choqué. En voyant sa mère, l'enfant courut vers elle et l'embrassa avec un désespoir qui révélait la peur qu'il avait contenue. « Il a dit qu'il fallait qu'on parte vite, que tu étais en danger », sanglota-t-il contre son épaule. « Mais je ne l'ai pas cru. Tu m'as toujours dit d'aller voir le directeur si quelqu'un essayait de m'emmener sans prévenir, même papa. » Valérie l'étreignit fortement, reconnaissante pour la première fois des mesures de sécurité qu'elle avait initialement jugées excessives. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait, mon amour. Je suis très fier de toi. »« Je ne veux plus. »« Le voir ?» continua Thomas, sa voix brisée. « Il a dit des choses horribles sur toi et sur Martin. Il a dit qu'il fallait que je choisisse, que je ne pouvais pas vous aimer tous les deux. » Il leva les yeux pleins d'une maturité douloureuse. « Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je peux aimer mon papa et vous aussi. »« Bien sûr que tu peux, » répondit Martin, qui s'était tenu en retrait, respectant le moment entre la mère et le fils. « L'amour n'est pas une quantité limitée, Thomas. Il ne s'épuise pas parce que tu le partages. » Dans les semaines suivantes, alors qu'Eduardo faisait face à de graves accusations en Colombie, la famille entama un lent processus de guérison. Thomas commença une thérapie pour traiter la manipulation et le traumatisme, l'une devint sa protectrice la plus féroce, et Valérie et Martin trouvèrent une nouvelle stabilité dans leur relation, renforcée par les épreuves qu'ils avaient surmontées ensemble. Un dimanche après-midi, presque 6 mois après l'incident, les 4 se promenaient dans le parc du château de Versailles. Pendant que les enfants couraient devant, poursuivant les papillons, Martin prit la main de Valérie. « J'ai réfléchi, » commença-t-il, avec le même ton légèrement hésitant qu'il avait utilisé lorsqu'il lui avait proposé d'emménager ensemble. « Cela semble dangereux, » plaisanta-t-elle, bien que son cœur s'accéléra en anticipant ce qui allait arriver. « Très drôle, » répondit-il avec un sourire. « Sérieusement, j'ai pensé qu'après tout ce que nous avons traversé, il est peut-être temps de formaliser cela. Nous, légèrement. » Valérie s'arrêta, le regardant avec surprise. « Vous me demandez en mariage au milieu d'une promenade en famille ?»« Pas exactement, » répondit-il, légèrement nerveux. « Je vous demande si vous envisageriez l'idée. L'une n'arrête pas de parler, de pourquoi nous ne partageons pas tous le même nom de famille. Et cela m'a fait penser que peut-être nous devrions. Si vous le souhaitez, bien sûr. » Valérie observa les enfants au loin, si différents et pourtant si liés. Elle pensa à son vieil appartement, qu'elle avait conservé comme symbole d'indépendance, mais qu'elle visitait rarement désormais. Elle pensa à toutes les batailles qu'ils avaient menées ensemble,
à la façon dont cet homme, qui lui avait d'abord semblé distant et froid, était devenu son allié le plus loyal, son confident, son compagnon. « Je n'ai pas besoin d'un papier pour savoir que nous sommes une famille, » répondit-elle finalement. « Mais oui, j'envisagerai l'idée, non pas pour les apparences ou pour ce que disent les autres, mais pour nous, parce que ce que nous avons construit mérite un nom. » Martin la regarda avec une intensité qui, même après tout ce temps, la faisait encore frissonner. « Et quel nom lui donneriez-vous ?»« Amour, » répondit-elle simplement. « Pas celui des romans ou des chansons. Le vrai, celui qui se construit jour après jour, entre les disputes et les réconciliations, entre les peurs et les bravoures. » Ils s'embrassèrent doucement, un geste d'intimité qu'ils ne cachaient plus aux enfants, qu'ils acceptaient avec la naturalité de ceux qui grandissent dans un environnement d'affection sincère. « Ouh, ils s'embrassent encore !» cria l'une d'eux, loin avec un mélange de dégoût enfantin et de secrète satisfaction. À ses côtés, Thomas riait, libre, heureux, en train de guérir. À ce moment-là, sous le soleil doux de l'après-midi parisien, entouré de la nature luxuriante du parc, et avec la Seine scintillant au loin, Valérie sut avec certitude qu'ils étaient arrivés à bon port. Non pas parce que la vie serait parfaite désormais, elle ne l'est jamais, mais parce qu'ils avaient appris à naviguer ensemble dans les tempêtes. Et si le destin toujours imprévisible apportait de nouveaux défis, ils les affronteraient comme ce qu'ils étaient réellement, une famille. Non pas par le sang, mais par le choix. Non pas par commodité, mais par amour. Car dans un monde qu'il avait bafoué parce qu'elle était pauvre et étrangère, elle avait trouvé un foyer où sa valeur ne se mesurait pas à sa nationalité ou à son compte en banque, mais à sa capacité d'aimer et à sa volonté de se battre pour ceux qu'elle aimait. On s'est moqué d'elle parce qu'elle était pauvre et étrangère, mais le fils du millionnaire l'a appelée famille. Et finalement, c'était tout ce qui comptait. La célébration du premier anniversaire de mariage de Martin et Valérie devait être parfaite. Lune et Thomas avaient préparé une surprise spéciale. Le personnel du manoir avait décoré chaque recoin de fleurs blanches, les préférées de Valérie, et Martin avait réservé une semaine sur les plages de la Côte d'Azur pour les 4. Tout semblait aller vers un jour inoubliable, jusqu'à ce que la sonnette retentisse, et que Carmen, la sœur cadette d'Eduardo, apparaisse à la porte, avec une enveloppe officielle à la main et une expression annonciatrice de tempête. « Je suis désolé d'interrompre votre conte de fées, Valérie, mais mon frère est décédé, et ses dernières volontés viennent de tout changer. » L'enveloppe contenait le testament d'Eduardo, ainsi qu'une lettre manuscrite pour Thomas, que lui seul pouvait ouvrir à ses 18 ans. Mais le plus troublant était la clause principale du document. Eduardo avait légué toute sa fortune à son fils, à condition que Thomas retourne en Colombie pour être élevé par sa tante Carmen jusqu'à sa majorité. Un choix impossible se profilait pour la famille. Maintenir leur foyer durement construit ou permettre à Thomas d'accéder à un héritage qui pourrait assurer son avenir. Et tandis que Valérie et Martin débattaient désespérément de ce qu'il fallait faire, Carmen laissa tomber la dernière bombe. Elle avait des preuves que la mort d'Eduardo n'avait pas été naturelle, et tous les indices pointaient vers quelqu'un de très proche de la famille Moreau. Les murs semblèrent se resserrer autour de Valérie, tandis que les implications de cette nouvelle menace résonnaient dans son esprit. Était-elle destinée à tout perdre, juste au moment où elle avait enfin trouvé le bonheur? La vie quotidienne au manoir Moreau-du-Bois continuait selon sa nouvelle normalité. Les matins commençaient tôt, avec Valérie préparant le petit déjeuner, une habitude qu'elle avait conservée malgré le personnel, car elle considérait ce moment comme sacré pour se connecter avec sa famille. Martin vérifiant rapidement ses emails sur sa tablette tout en buvant son café, et les enfants descendant somnolents mais désireux de raconter leurs rêves de la nuit précédente. Les week-ends étaient généralement consacrés à des activités familiales, des excursions, des balades à vélo dans le parc de Saint-Cloud, ou simplement des après-midi tranquilles dans le jardin où Valérie lisait à haute voix, tandis que Martin dessinait, un passe-temps qu'il avait repris récemment, inspiré par les histoires sur Carmen, la mère de Lune. Les enfants, désormais inséparables, avaient développé leurs propres rituels, collectionné des pierres intéressantes lors de leurs promenades, échangé des secrets avant de dormir et planifié des surprises élaborées pour les anniversaires et les anniversaires de mariage. En particulier, Thomas avait fleuri dans ce nouvel environnement.
De l'enfant craintif et blessé qui était arrivé de Colombie, il ne restait plus grand-chose. À sa place, il y avait un préadolescent confiant et curieux, passionné par la photographie, un cadeau de Martin pour son anniversaire, et fier de son héritage colombien, qu'il partageait désormais ouvertement avec Lune. Valérie avait trouvé son propre équilibre, restant fidèle à ses principes d'indépendance, tout en embrassant son rôle dans cette nouvelle famille. Elle continuait à enseigner à l'école, où elle avait gagné le respect qui lui avait initialement été refusé, et avait même lancé un programme de soutien pour les enfants immigrants, inspiré par sa propre expérience. Son ancien appartement, bien qu'elle n'en ait plus besoin pour vivre, était devenu le siège de ce projet. Un espace sûr où les parents et les enfants, nouvellement arrivés dans le pays, pouvaient recevoir une orientation et des ressources. Martin, quant à lui, avait connu peut-être la transformation la plus dramatique. L'homme réservé et froid qui contrôlait ses entreprises d'une main de fer restait un négociateur implacable dans la salle de réunion. Mais à la maison, il était devenu quelqu'un de différent, plus accessible, plus présent, plus capable de montrer sa vulnérabilité. Il avait réduit ses voyages d'affaires au minimum indispensable et délégué des responsabilités pour pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Ses employés, initialement déconcertés par ce changement, commentaient désormais que le patron souriait occasionnellement et s'enquérait même de leur famille. Le processus de guérison n'avait été ni linéaire ni simple pour aucun d'eux. Il y eut des jours difficiles, des discussions animées, surtout lorsqu'il s'agissait d'établir des limites pour les enfants, des moments de doute et même des crises occasionnelles lorsque les fantômes du passé réapparaissaient. Mais chaque obstacle surmonté renforçait le lien qu'ils avaient créé. La nouvelle concernant Eduardo arriva par email en premier. Un bref message d'un avocat colombien informant Valérie que son ex-mari était décédé des suites d'une crise cardiaque. La réaction initiale de Valérie fut le choc, suivi d'un mélange confus d'émotions. Soulagement parce que la menace constante qu'il représentait avait finalement disparu, tristesse pour le père de Thomas et inquiétude quant à la manière de l'annoncer à son fils. Lorsqu'elle réunit finalement son courage pour parler à Thomas, sa réaction la surprit. L'enfant resta silencieux pendant un long moment, puis demanda s'il pouvait visiter la tombe de son père un jour. Il ne pleura pas, ne montra pas de colère, seulement un calme pensif qui semblait plus propre à un adulte qu'à un enfant de 11 ans. « Tu es triste, maman » demanda-t-il finalement. « Je suis triste pour toi » répondit-elle avec honnêteté. « Et oui, je suis aussi triste pour lui. Parce qu'il fut un temps, avant que les choses ne se compliquent, où ton père était quelqu'un que j'aimais beaucoup. » Thomas acquiesça, digérant l'information. « Parfois, je pense qu'il y avait deux papas. Celui dont je me souviens quand j'étais tout petit, qui me racontait des histoires et m'emmenait au parc. Et l'autre, celui qui disait des choses méchantes sur toi et voulait que j'arrête d'aimer Martin et Lune. Les gens sont compliqués, mon chéri, répondit Valérie en embrassant son fils. Ils peuvent être beaucoup de choses à la fois, certaines bonnes et d'autres moins bonnes. Ton père a fait des erreurs, certaines très graves, mais cela n'efface pas les bons moments que tu as partagés avec lui. La conversation sembla avoir clos un chapitre douloureux. Au cours des jours suivants, la vie continua avec sa routine, habituelle à l'exception d'une petite cérémonie que Thomas organisa dans le jardin. Il planta un arbre à la mémoire de son père, avec l'aide de Lune, qui insista pour qu'il soit près du rosier qu'ils avaient planté pour Carmen des années, auparavant. « Comme ça, ils peuvent se rencontrer dans le jardin comme nous », expliqua la fillette avec sa logique particulière. Et puis, juste au moment où il semblait que l'ombre d'Eduardo s'estompait enfin, Carmen apparut à leur porte avec l'enveloppe qui allait tout changer à nouveau. La révélation du testament créa un chaos immédiat. Martin contacta ses avocats, tandis que Valérie tentait désespérément de garder son calme devant les enfants, qui percevaient la tension sans comprendre pleinement la situation. Carmen, avec sa ressemblance troublante avec Eduardo et sa même capacité à manipuler, insista pour rester à Paris jusqu'à ce que l'affaire soit réglée, s'installant dans un hôtel proche d'où elle pouvait surveiller chaque mouvement de la famille. Elle ne peut pas obliger Thomas à partir, insistait Martin lors de leur conversation nocturne, lorsque les enfants dormaient. Nous avons la garde légale. Le testament ne peut pas annuler cela. Mais l'héritage, répondait Valérie, partagée entre sa détermination à garder son fils près d'elle
et son désir de ne pas le priver de ce qui lui revenait légitimement. C'est son avenir, Martin, une sécurité que je ne pourrai jamais lui donner. Tu crois qu'il a besoin de cet argent? Avec moi, avec toi, avec nous? Il ne s'agit pas que d'argent, expliquait-elle patiemment. C'est son lien avec son père, avec ses racines. Je ne veux pas qu'un jour il me reproche de l'avoir séparé aussi de ça. La tension grandissait chaque jour qui passait. Carmen apparaissait par hasard à la sortie de l'école, parlait à Thomas de la Colombie, de la maison où Eduardo avait grandi et qui pourrait maintenant être la sienne, de cousins qu'il n'avait jamais connus et qui aspiraient à accueillir l'héritier des Moreau. Elle semait des doutes subtils sur les intentions de Martin, insinuant que ce qui l'intéressait réellement, c'était d'éviter la concurrence que la fortune d'Eduardo pourrait représenter pour ses propres affaires. « Elle ment », affirma l'une, un soir pendant le dîner, brisant le silence tendu qui était devenu habituel. La tante Carmen. Elle dit des choses pour embrouiller Thomas. « L'une ne parle pas ainsi des adultes », la réprimanda doucement Valérie, bien qu'au fond d'elle, elle savait que la fillette avait raison. « Mais c'est vrai », insista l'une. « Elle a dit à Thomas que vous vous disputiez à cause de lui, que tu veux qu'il aille en Colombie et que papa n'est pas d'accord. » Thomas, visiblement mal à l'aise, baissa les yeux sur son assiette. « Ce n'est pas grave, » murmura-t-il. « Si, c'est grave, » m'intervint Martin avec fermeté. « L'une, merci de nous dire ça. Et Thomas, regarde-moi. » Il attendit que l'enfant lève les yeux. « Ta mère et moi, nous ne nous disputons pas. Et nous ne voulons absolument pas que tu partes. Nous sommes inquiets et essayons de trouver la meilleure solution pour toi. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas d'accord sur l'essentiel, que tu es notre fils et que ta place est ici, avec nous. À moins que tu ne veuilles quelque chose de différent, » ajouta Valérie, son cœur se serrant à la possibilité. « Si tu voulais vraiment aller chez ta tante, nous... » « Je ne veux pas y aller, » l'interrompit Thomas, sa voix soudain ferme. « Je ne veux pas partir, mais... » Il hésita, clairement angoissé. « Et si papa voulait vraiment que j'aille chez tante Carmen, ne devrais-je pas respecter ça ?» La question resta en suspens dans l'air, chargée d'implications. Jusqu'à quel point devait-il honorer les désirs d'un homme qui avait utilisé son pouvoir pour blesser, même après sa mort? Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Martin et Valérie décidèrent d'affronter Carmen directement. Ils la convoquèrent dans un café neutre, loin de la maison et des enfants, déterminés à mettre fin à ces manipulations. « L'héritage est pour Thomas, où qu'il vive », argumenta Martin. « Nos avocats préparent une contestation du testament sur cette clause spécifique, qui vise clairement à séparer un mineur de sa mère légalement reconnue. » Carmen sourit avec une froideur qui rappelait étrangement celle de son frère. Contestez ce que vous voulez. Il faudra prouver qu'Eduardo n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a rédigé le testament, et je vous assure que tous les médecins confirmeront le contraire. Pourquoi faites-vous ça? Demanda Valérie directement. Vous connaissez à peine Thomas. Eduardo n'a jamais manifesté d'intérêt pour que vous ayez un rôle dans sa vie. Pourquoi maintenant? Le sourire de Carmen s'évanouit, révélant un instant la douleur et l'amertume qu'elle cachait. Pourquoi? Parce que les Moreau restent unis. Parce que mon frère, avec tous ses défauts, était ma famille. Et parce que j'ai promis sur son lit de mort que je ne laisserai pas son fils être élevé par ceux qui ont contribué à le détruire. « De quoi parlez-vous » demanda Martin, sincèrement confus. Carmen sortit alors de son sac une chemise avec des documents. « Eduardo n'est pas mort d'une crise cardiaque naturelle », déclara-t-elle froidement. Elle a été provoquée par un stress extrême, par un harcèlement constant, par des menaces persistantes. Elle poussa les documents vers eux. Ce sont des copies d'emails, de messages, d'enregistrements d'appels. Quelqu'un l'a harcelé systématiquement pendant des mois, révélant chacun de ses secrets, détruisant sa réputation pièce par pièce, coupant ses sources de revenus une à une. Quelqu'un avec des ressources, avec des contacts, avec un motif puissant. Ses yeux se plantèrent sur Martin. Quelqu'un comme vous, Moreau. Félicitations. Écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes resté jusqu'à la fin avec moi. Merci de regarder et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.